Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 3 d'Inspire par la Women's Society, le podcast des femmes inspirantes et éclairantes pour que nous nous sentions toutes comprises dans la société actuelle. Je m'appelle Agathe et je reçois aujourd'hui Colline pour un sujet très spécifique et auquel je pense depuis des années. Suite à ce fameux hashtag Paye ton utérus en 2014, il y a eu en 24 heures 7000 témoignages de femmes et les langues ont commencé à se délier sur les pratiques de certains soignants. 4 ans plus tard, Marlène Schiappa saisit alors le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes et demande un rapport se nommant « Actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical, reconnaître et mettre fin à des violences longtemps ignorées ». Alors, je découvre en 2018 ce rapport et je tombe des nues puisque c'est une époque où je passe beaucoup de temps à l'hôpital, je vois et je communique avec beaucoup de médecins qui sont très respectueux, qui m'expliquent très bien les choses et je suis extrêmement surprise de tous ces témoignages. Alors je décide de creuser un peu et je lis ce rapport et je tombe des nues sur les témoignages que je vois. Alors je décide de creuser encore un peu plus, d'aller sur des groupes Facebook et je tombe encore sur des centaines, des milliers de témoignages de femmes qui sont totalement traumatisées par des violences verbales ou physiques qu'elles ont subies et des choses qu'elles ont ressenties lors d'examens. Et n'ayant absolument pas vécu ce genre de choses, je me dis que c'est un vrai sujet de société et comment j'ai pu passer à côté de ça. Du coup, j'ai décidé aujourd'hui d'interviewer Colline qui, lors de son master d'éthique du soin, décide de prendre comme sujet de mémoire le sexisme en médecine. Parce qu'elle aussi, elle se rend compte en cherchant un peu et en parlant avec ses copines que beaucoup de femmes sont traumatisées en allant voir des gynécos. Lors de la rédaction de son mémoire, elle récolte notamment 12 000 témoignages de femmes suite au sondage qu'elle lance, qui se prénomme le sexisme en gynécologie. Autant vous dire qu'il y a beaucoup à faire, que les femmes ont besoin de s'exprimer, que les choses ont besoin de changer. Pourquoi ? Puisqu'une femme qui va être traumatisée suite à un examen ou à une consultation chez un médecin, le jour où elle aura vraiment besoin d'aller se faire soigner, où elle aura une pathologie grave, elle aura peur de s'y rendre, et là, c'est la catastrophe. Donc nous, on est là aujourd'hui pour bien sûr exposer des faits avérés, mais on est également là pour trouver des solutions, pour que les femmes ne se sentent plus jugées, pour qu'elles aient droit au consentement, pour que les médecins disposent de mises à jour concernant les dernières recommandations en matière de pilules, de DU, etc. On aimerait que les femmes aient plus le choix, qu'elles soient plus informées. Ça peut passer par l'école, ça peut passer par des campagnes. Il faut que la femme soit plus éclairée sur son propre corps pour qu'elle puisse échanger avec la personne en face. Je ne vous conseille pas d'écouter cet épisode près des enfants. Il y a des petits mots, des petites phrases qui pourraient les choquer. Et je vous laisse en compagnie de Colline pour une interview aussi passionnante qu'intéressante. Bonjour Colline. Bonjour. Ça va ? Ça va, merci et toi ? Ça va super, je suis ravie de t'avoir avec nous aujourd'hui pour ce sujet assez spécial, assez tabou. Mais dans une Women's Society, on est là aussi pour parler de sujets spécifiques et qui ne sont pas abordés par tout le monde. Alors, je voulais savoir comment t'es venue l'idée d'écrire un mémoire sur l'impact du sexisme sur la qualité des soins en gynécologie. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ou autour de toi ou dans tes études pour que t'en viennes à écrire sur ce sujet ?
Alors en fait, j'étais en master de philosophie, en licence de philosophie en fait, et il fallait choisir un master et il y avait plusieurs masters disponibles et tout me paraissait terriblement ennuyeux parce que j'aimais pas trop la philosophie. Et il y avait un master d'éthique du soin. Et moi, mes parents ont inventé une méthode de soin en fait, une méthode qui promeut la bientraitance. Donc j'ai déjà un peu un pied dedans. J'ai un pied dans la critique sur la position des soignants, etc. J'ai déjà un pied dans la réflexion sur la bientraitance, la maltraitance, etc. C'est quelque chose que j'ai toujours entendu autour de moi. Donc j'avais pas envie de faire comme mes parents, mais je pouvais pas faire autrement en fait. C'est vraiment ce qui m'intéressait. Et donc, j'ai décidé de m'inscrire dans ce master-là, d'éthique du soin. Et au bout d'un moment, il a fallu choisir un sujet de mémoire, un sujet de recherche. Et j'ai eu envie de travailler sur la tendresse, dans le soin, sur la peau, le toucher, etc. Mais je savais pas trop quoi dire. Et puis, le directeur il était pas à fond là-dessus. Et j'ai découvert un jour, en lisant le journal Mademoiselle, j'ai découvert la chaîne YouTube de Martin Winkler. Et Martin Winkler, c'est un homme incroyable. En fait, c'est un médecin, un ancien médecin français qui vit désormais au Canada et qui est auteur maintenant. Donc son nom de médecin, c'est Marc Zaffran et son nom d'auteur, c'est Martin Winkler. Et il a créé une chaîne YouTube, une petite chaîne YouTube avec quelques vidéos, dans laquelle il présente les moyens de contraception. Et cet homme, il avait une manière de présenter ça tellement simple et il expliquait ça avec énormément d'honnêteté, de simplicité. Il montrait ce que c'était qu'un DIU, un dispositif, enfin, ce qu'on appelle un stérilet, mais qui est en fait un dispositif intra-utérin. Il expliquait comment fonctionnait la pilule, etc. Et il l'expliquait comme je l'avais jamais compris, en fait. Et il a dit dans une de ses vidéos que on pouvait poser des dispositifs intra-utérins, donc ce qu'on appelle des stérilés, à des personnes qui n'ont jamais eu d'enfant. Et là, je me suis dit, quoi? Mais oh, ça sort d'où ça? Mais j'étais pas au courant, j'étais persuadée que ça rendait stérile, on m'a toujours dit ça, ma mère m'a toujours dit ça, mais comment c'est possible et tout ça? Et je me suis rendu compte, en fait, que on m'avait toujours menti. Qu'on m'avait toujours, voilà, que tous les médecins que j'étais allée voir m'avaient menti, que je me suis rendu compte que ce que j'avais vécu, c'était pas normal, en fait, que quand ma mère a eu l'impression que j'avais commencé à avoir des rapports sexuels, elle m'a enfermée dans un placard avec elle en me disant, je sais que tu l'as fait, dis-le-moi, mais en toute bienveillance parce que son but c'était de m'aider, sauf que bon, j'avais pas trop envie qu'on m'aide, quoi, et elle m'a dit, tu préfères aller voir le gynéco ou le médecin traitant? Et du coup, j'ai dit le gynéco. Le médecin traitant, j'avais aucune envie d'aller chez un gynéco, donc je dis le médecin traitant. Pourquoi tu n'avais pas envie d'aller chez un gynéco? J'avais pas envie d'aller chez un gynéco parce que j'avais pas envie de me retrouver, de montrer mon sexe en fait à quelqu'un. J'avais pas envie de subir un examen vaginal, je me sentais pas du tout prête à ça. Jusqu'à présent, il y avait que moi et peut-être à l'époque, je sais pas, mon partenaire qui avait vu mon sexe et mes parents qui étaient bébés, quoi. T'étais assez jeune alors? J'avais 16 ans et demi, mais c'était après mes premières relations, c'est quand je suis rentrée dans la vie sexuelle, en fait. Dès que je suis rentrée dans la vie sexuelle, on m'a dit, bon, maintenant, il faut aller voir un médecin. Donc, est-ce que tu veux que ce soit un gynéco ou un généraliste? Et donc, j'ai dit un généraliste parce qu'au moins, je le connaissais, parce que je me suis dit, le généraliste, c'est pas son job de mettre ses doigts dans mon vagin. J'ai pas trop envie que quelqu'un mette ses doigts dans mon vagin. Enfin, je sais pas, je suis pas encore très familière avec tout ça. Et donc, on est allé voir le généraliste et puis il m'a donné une pilule. Et puis voilà. Et je me suis retrouvée avec une pilule pendant des années. Et puis, ça m'allait plutôt bien jusqu'au jour où un médecin m'a vue et m'a dit, il faut vous changer votre pilule. Ah bon, d'accord. Pourquoi? Parce que y a un scandale, donc on veut vous changer votre pilule. Et donc, il m'a changé ma pilule et c'est plus jamais allé. J'avais que des effets secondaires et surtout, j'avais plus de libido, en fait. Donc, je ressentais plus rien. C'était nul, quoi. Donc, j'avais perdu
On y reviendra après, puisqu'on va parler des méthodes de contraception et de la pilule après, donc c'est une bonne introduction. Voilà. Et donc j'ai mis des années à retrouver mon ancienne pilule et tout ça pour me rendre compte que non seulement c'était une pilule c'était pas du tout la peine de me supprimer ma pilule parce que j'étais pas fumeuse, etc. Et que en plus, depuis le début, on aurait pu me proposer d'autres modes de contraception que les pilules et en fait, je me suis rendu compte qu'on m'avait menti, qu'on m'avait menti ou qu'on s'était trompé. Enfin, ma mère, j'estime qu'elle s'est trompée. Les médecins, j'estime qu'ils m'ont menti parce qu'ils sont censés savoir. Ma mère, qu'elle sache pas, c'est différent. Le fait de m'envoyer chez un médecin parce que j'ai eu des relations sexuelles, j'ai pas compris non plus. C'est pas. On n'envoie pas les gens chez les pneumologues quand ils commencent à respirer. On n'envoie pas les gens chez les proctologues quand ils commencent à aller aux toilettes. Enfin, j'ai pas compris pourquoi le fait d'avoir des relations sexuelles, c'était censé m'envoyer chez le médecin. Et puis mon petit copain, il était pas allé chez le médecin, lui. Effectivement. Voilà. Donc je me suis posé toutes ces questions et je me suis dit, il y a quelque chose là, je sais pas, je comprends pas pourquoi on nous raconte des histoires, pourquoi on nous ment, pourquoi on nous envoie chez les médecins tout le temps, c'est bizarre. Et c'est là que ça a commencé. J'ai commencé à réfléchir, à m'intéresser au sujet, à m'inscrire un peu sur des groupes Facebook, à en parler avec des amis et je me suis rendu compte que dès que je parlais de gynécologie ou d'obstétrique dans une pièce, il y avait systématiquement au moins une personne qui avait une expérience traumatisante à raconter, systématiquement, et ça continue. Et là, je me suis dit, ça m'a l'air très répandu. Moi, j'ai pas particulièrement d'expérience traumatisante. À ce moment-là, j'avais pas subi de violence, d'expérience traumatisante, etc. en gynécologie ou en obstétrique. J'ai eu le malheur d'en subir plus tard. Mais toutes les personnes autour de moi, dès que je me retrouvais dans une pièce, il y a quelqu'un qui avait subi des expériences traumatisantes venant de soignants, soi-disant. Donc tu t'es dit qu'il y avait quelque chose à faire. Donc je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, je me suis penchée sur le sujet et je me suis rendu compte petit à petit que ce qui liait tout ça, c'était sans doute le sexisme, entre autres. Après, il y a d'autres problèmes. Alors il y a les problèmes économiques, etc. Les soignants disent souvent ça, c'est vrai. Il y a de très graves problèmes de racisme systémique en médecine. Moi, j'ai décidé de me pencher sur le problème du sexisme, qui, je pense, est décisif en gynécologie, puisque la gynécologie, c'est la médecine des organes qui font la différence entre les hommes et les femmes, en fait. Pas entre les hommes et les femmes, entre les personnes de sexe féminin et les personnes de sexe masculin. Est-ce que tu pourrais nous définir ce que c'est que le sexisme ? Ouais, bien sûr. Alors, attends, je vais pas tourner des pages. J'ai une définition que moi je trouve super dans mon mémoire. Je crois. Attends, je l'ai devant les yeux. Parce que je la trouve... je la trouve bien... Oui, c'est ça. Je voulais pas quelque chose de très compliqué, parce que le sexisme, finalement... On croit savoir ce que c'est, et puis quand on voit la définition, c'est pas forcément... alors c'est bien sûr les hommes envers les femmes, mais ça peut être aussi l'inverse, tu vois, c'est... Alors moi, je considère pas que ça peut être l'inverse. En revanche, je considère que ça peut être les femmes envers les femmes. Mmh. Voilà, c'est comme... ce qu'on appelle le sexisme inversé, moi, c'est une chose dans laquelle je crois pas, parce que c'est une histoire de pouvoir... intégré et systémique, etc. Et il y a des positions de pouvoir pour l'instant, on n'est pas encore en capacité de changer. Et donc, j'estime que ça peut pas se renverser. C'est un autre débat. Donc là... Dis-moi quelle est ta définition du sexisme ? Voilà. Donc, moi, je définis le sexisme comme toute attitude de discrimination et de dévalorisation envers des personnes pour la raison qu'elles sont des femmes et tentative de faire obéir les femmes à des injonctions qui visent à les placer et les maintenir dans un statut de soumission dans la société. Quand nous parlons de sexisme, selon moi, nous parlons de toute forme de discrimination, invalidation, dévalorisation, consciente et inconsciente, appliquée aux femmes parce qu'elles sont des femmes. On ne parle pas que des rapports de séduction non consentis entre un soignant homme et une soignée femme. Le sexisme est intégré, il est perpétué aussi, malheureusement, par les femmes. Il s'agit d'un fait culturel et pas d'un événement anecdotique. D'accord, c'est très clair. Ouais. Merci beaucoup. D'accord. Avec plaisir. Donc on en revient sur le choix de ton sujet. Voilà.
est-ce que le fait que alors j'ai fait des petites recherches, effectivement il y a de plus en plus de gynécologues femmes, mais il y a aussi beaucoup d'hommes. Moi dans mon entourage en tout cas je vois beaucoup plus de gynécologues hommes, et de toute façon il y a beaucoup plus de médecins hommes, et quand tu vas à l'hôpital les médecins sont des hommes et les secrétaires sont des femmes, voilà, en général en tout cas. Est-ce que c'est ça aussi qui t'a fait te dire voilà, il y a un problème, il y a vraiment une histoire de sexisme? Alors, c'est pas le fait que les médecins soient des hommes qui m'a fait me dire qu'il y avait un problème de sexisme. En revanche, je pense que ça y contribue. Alors après, il y a, comme on l'a dit il y a quelques secondes, il y a des femmes qui sont terriblement sexistes aussi, parce que c'est quelque chose de tellement profond dans notre culture que c'est complètement internalisé. Donc il y a des femmes soignantes qui sont extrêmement violentes également, ça arrive. Et il y a des femmes soignées qui comprennent totalement les violences qu'elles ont subies et qui pensent que c'est tout à fait normal. Donc pour moi, c'est moins une question d'homme-femme qu'une question de sexisme pur. En revanche, oui, je pense que ça a un lien dans le fait que la gynécologie ait laissé autant de place au sexisme, qu'elle se soit autant construite avec le sexisme, dans le sens où, plus que les médecins, les chercheurs sont en grande majorité des hommes, encore aujourd'hui. Et donc, et à l'époque où la gynécologie s'est créée, c'était uniquement des hommes, en fait. Et donc, nécessairement, la recherche est forcément biaisée. On peut bien dire... sûr, c'est pas objectif, bien sûr. Ça ne peut pas être objectif. On fait... une fois qu'on est un chercheur établi, etc., on a plus la liberté de choisir nos domaines de recherche, nos thèmes de recherche, et donc forcément, on choisit des choses qui nous intéressent. Et donc, forcément, quand tous les chercheurs sont des hommes, il y a moins de savoir sur ce qui concerne la gynécologie. C'est comme ça qu'on se retrouve avec 10% des femmes qui ont de l'endométriose et personne qui n'est capable de diagnostiquer cette maladie et très peu de moyens de la soigner. Ou c'est comme ça qu'on se retrouve en 2018-19 à découvrir, enfin comme si on découvrait que le clitoris c'était pas juste un petit bitonio et qu'en fait c'était un organe complet, beaucoup plus gros, et qu'enfin on commence à le représenter dans les manuels scolaires. Mais moi j'ai encore des livres que j'avais quand j'étais gamine, des livres de SVT et tout ça, et le clitoris n'apparaît pas. Oui, c'est très nouveau. C'est très nouveau. Et d'ailleurs, ça choque aussi pas mal de monde quand on le montre, quand on l'illustre, etc. Bien sûr, c'est tout nouveau. C'est assez incroyable. Je voulais revenir sur quelque chose que j'ai trouvé très intéressant et qui sortait vraiment du lot. Au début de ton mémoire, tu expliques, et en fait tout au long du mémoire aussi, quand on lit, tu utilises des accords, des pronoms et des accords spéciaux pour inclure tous les genres dans ton mémoire. Exactement. Est-ce que tu peux nous en parler très rapidement, parce que j'ai trouvé ça génial. Merci. Ça a été une volonté. En fait, donc il y a des personnes qui sont de sexe féminin et qui ne se sentent pas à 100% femmes. Voilà. En fait, on considère que le genre c'est un spectre et non pas deux cases, homme-femme. Et il y a des personnes qui se placent à plusieurs endroits différemment sur ce spectre-là. Et ça correspond pas toujours, la représentation de genre qu'elles ont ne correspond pas toujours à leur sexe biologique. Et dans la grammaire, ces personnes-là n'existent pas. C'est-à-dire que quand on dit « il », on pense à un homme avec un pénis. Quand on dit « elle », c'est une femme avec un vagin. Et les gens qui se sentent ni complètement homme, ni complètement femme, qui se sentent un peu des deux, qui se sentent homme les jours pairs, femme les jours impairs, peu importe en fait. Toutes les personnes qui ne sont pas 100% hommes, 100% femmes, en accord avec leur sexe biologique, ne sont pas représentées dans la grammaire. Or, elles existent. Et elles souffrent énormément, elles peuvent souffrir énormément dans les relations de soins de discrimination. Voilà, il y a des personnes qui vont les mégenrer, c'est-à-dire qui vont leur dire madame alors que ces personnes-là sont des hommes avec une vulve. On va leur dire qu'ils ou elles sont je sais pas, des
on va les insulter de tous les noms, quoi. Et ces personnes-là vivent énormément de violence. Et selon moi, la première violence, c'est qu'elles sont complètement invisibles dans notre grammaire. Et même quand on dit il ou elle, c'est déjà plus inclusif que juste il ou juste elle. Mais on prend pas en compte les personnes qui sont un petit peu au milieu du spectre. Et du coup, c'est toi qui as inventé cette orthographe? Non, j'ai pas inventé cette orthographe. Je me suis renseignée sur Internet sur l'écriture inclusive, l'écriture neutre, etc. Et donc, il y a des pronoms qui ont été inventés. En anglais, on utilise them. Donc, c'est le pluriel, en fait. On utilise them pour le neutre. Et en français, on propose d'utiliser yel, I-E-L. Et donc, yel, c'est il, elle et tout ce qu'il y a au milieu. D'accord. Et pour dire le ou la, on dit li. Voilà. Et puis, j'avais envie de créer un écrit académique entièrement dans cette grammaire-là pour montrer que ça existe, que c'est possible. Alors les 2-3 premières lignes, on cligne un peu des yeux, on se demande ce que c'est, et puis au final on le comprend assez rapidement. On s'habitue assez vite, effectivement. Je te le confirme. En tout cas, bravo. C'est une très belle initiative. Alors, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Je regarde mes notes parce qu'il y a tellement de choses, c'est tellement intéressant, il y aurait tellement de choses à dire. J'utilise beaucoup le mot mentir, le verbe mentir. Ouais. Certaines seront d'accord, certaines ne le seront pas. Certains diront qu'il faut quand même nuancer. Après, chacun sa perception des choses. On va commencer par les contraceptifs. Tu en parles beaucoup. Et je voudrais qu'on commence sur cette histoire de pilule, puisque moi aussi je suis passée par là, et effectivement, pas assez de prévention là-dessus, on ne parle pas assez des effets secondaires, et moi, donc voilà, j'aurais aimé, tu en parles dans ton mémoire, et donc j'aurais aimé que tu nous parles de cette histoire de contraceptif. Alors, en ce qui concerne le terme mentir, effectivement, c'est un peu accusateur, mais j'estime que rien ne s'est jamais passé dans l'histoire sans les personnes un peu extrêmes. Donc, j'estime que que si on veut que les choses changent, c'est nécessaire d'avoir une voix forte. C'est une petite... voilà, mais je comprends que oui, c'est accusateur et c'est désagréable et c'est pas forcément exact, mais j'estime que c'est un terme qui est nécessaire. D'accord. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de la contraception, alors effectivement, la pilule, c'est un grand débat et c'est un débat à l'intérieur du féminisme, entre plusieurs générations de féministes en plus. Donc c'est un débat qui est vraiment très compliqué parce que la pilule, ça a été une énorme libération pour les femmes de la génération précédente, puisque ça leur a permis d'avoir une sexualité qui n'était pas féconde, qui n'était pas liée à la reproduction, et donc une sexualité uniquement pour le plaisir. Et ça, c'est le premier pas de la libération sexuelle. C'est une libération énorme et heureusement qu'on est passé par là. Maintenant, on peut aussi... Enfin, la deuxième étape, c'est de la réflexion féministe, c'est de dire c'est super qu'on ait eu la pilule. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est avoir le choix. Et le vrai choix, libre, éclairé. Un choix avec des explications loyales. Voilà. Donc, on réfléchit à ce que fait la pilule et on se rend compte que c'est super comme contraception. Il y a des personnes à qui ça correspond parfaitement et il y a énormément de personnes à qui ça ne correspond pas du tout et ça pourrit la vie d'énormément de personnes qui se retrouvent coincées avec des pilules et elles savent pas comment faire autrement. Donc en fait, la pilule, c'est un contraceptif qui délivre des hormones à notre corps. Et en gros, le principe, c'est que ça fait croire à notre corps qu'il est enceinte. Et donc, parce que... pardon, je suis pas claire. Parce que quand on est enceinte, le corps sécrète des hormones qui nous empêchent de retomber enceinte par-dessus. Logique. Donc, on fait croire au corps qu'il attend un bébé. Et de cette manière-là, le corps de lui-même cesse d'ovuler, etc. Ça, c'est le principe. Le problème, c'est que quand on donne ces hormones-là, il y a énormément d'effets secondaires qui en découlent. On en parle maintenant. Il y a les maux de tête, la prise de poids, l'acné, les humeurs, la perte de libido
Il y a des problèmes de circulation sanguine pour les personnes qui fument principalement. Enfin voilà, il y a vraiment des problèmes cardiaques aussi. Voilà, des problèmes cardiaques. Il y a énormément d'effets secondaires. Il y a de graves problèmes de santé mentale aussi. Il y a des personnes qui ont de gros problèmes de santé mentale. Tout à fait. Et pendant très longtemps, on nous en a pas parlé du tout. Et puis quand on commence sa sexualité, on nous présente la pilule comme la contraception non seulement idéale, mais surtout évidente, comme la seule contraception disponible. Bon, bah voilà, maintenant que tu as des relations sexuelles, bah, tu vas prendre la pilule, et c'est tout. Et on ne pose pas la question de qu'est-ce que tu veux comme contraception. Est-ce que c'est parce que... alors je ne sais pas du tout, mais est-ce que c'est parce que c'était la première contraception qui a existé et du coup, voilà, on ne se casse pas la tête, on donne la pilule? Alors, je pense même pas que c'était la première contraception qui a existé, parce que avant ça, il y avait le retrait, qui n'est pas très efficace, mais enfin, c'est quand même une méthode. Il y a l'observation de ces cycles, l'auto-observation. Il y a la symptothermie. Il y avait tout un tas de moyens de contraception. Je sais plus, moi, dans l'Antiquité, les femmes, elles pouvaient se mettre de la mousse ou de la terre ou je sais pas quoi au fond du vagin. Et puis, bon, voilà. Alors, on va dire comment je pourrais dire ça, la contraception connue médicalement. Je sais pas quel mot utiliser, mais est-ce que tu me comprends? Oui, je comprends complètement. Donc, peut-être, oui, c'est sans doute dû au fait que ça a été la contraception la plus répandue et la plus connue et médicalement recommandée de la génération de nos parents. Donc, c'est assez logique qu'on nous propose la pilule. Oui, c'est peut-être pour ça. Et puis, c'est aussi dû au fait que le DIU, donc le dispositif intra-utérin, mal nommé stérilé, a été victime d'une campagne de calomnie. En fait, on a fait croire pendant très longtemps que les dispositifs intra-utérins rendaient stériles. D'où le surnom, le sobriquet stérilé. Non, mais c'est vrai, j'avais même pas remarqué. Ben oui. Et voilà, donc on faisait croire que ça rendait stérile, et donc parce qu'on disait que ça irritait l'intérieur de l'utérus, et bref. Et donc on disait qu'il fallait surtout pas en mettre aux personnes qui n'avaient pas encore d'enfants. Exactement. Que l'on appelle des nullipares. C'est ça aussi, c'est un terme très joli, nullipare. Pas du tout culpabilisant pour les personnes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Donc, du coup, donc la pilule qui n'est absolument pas le seul moyen de contraception et dont voilà, on n'en parle absolument pas assez, et on parle pas assez des effets secondaires. Voilà. Donc, si je peux me permettre, tu écris dans ton mémoire un passage voilà, qui me parle énormément. Tu as écrit: le jugement moral et l'imposition d'une méthode contraceptive non choisie mènent souvent les usagers, alors comment on dit, usagères, à abandonner non seulement toute contraception, mais également, dans certains cas, toute consultation gynécologique. Je vais un peu vite, mais c'est pour rebondir. Voilà, je voudrais qu'on parle du rapport médecin-patiente et des témoignages que tu as eus sur ce choix de contraceptif, le jugement qui en découle, etc. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Alors déjà, quand on va consulter pour choisir une contraception, on va donc chez un médecin et puis on lui explique que ça y est, on a commencé sa vie sexuelle. Donc il peut arriver que le soignant ou la soignante, que le professionnel de santé ou la professionnelle de santé, je préfère dire comme ça, parce que parfois ils ne soignent pas du tout, décide qu'on est trop jeune ou qu'on est trop grosse, par exemple, et donc nous le fasse grandement savoir. Ça, c'est des premiers jugements. Quand on va voir des soignants en disant: écoutez, là, j'oublie tout le temps ma pilule, ça va pas, j'ai besoin de changer de contraceptif, j'aurais besoin d'un DIU. Il y a énormément de personnes dans mon questionnaire qui m'ont dit qu'on leur avait répondu: non, vous êtes beaucoup trop tête en l'air pour avoir un DIU, donc vous allez garder votre pilule.
Ce qui n'a aucun sens logique, puisque s'ils sont tête en l'air, ils vont oublier la pilule. Bien sûr, c'est sûr. Voilà. Et donc ensuite, quand ces personnes-là reviendront pour avorter, parce qu'elles ne voulaient pas d'enfants, on leur dira « Ah ben je vous l'avais dit, vous êtes trop tête en l'air ». Ah oui, mais en même temps, fallait... Enfin... Et donc, en fait, quand on va chez des soignants pour choisir une contraception... Pardon, c'est ma chienne. Pardon, je reprends. Donc, quand on va chez des soignants pour choisir une contraception, pour demander une contraception, on s'expose malheureusement à subir beaucoup de jugements sur notre vie sexuelle, sur notre santé mentale, sur le fait qu'on mérite ou non une contraception sans souci, sans responsabilité en fait. Et quand on se fait humilier, quand on est humilié de la sorte, quand on est jugé de la sorte, eh ben on n'a pas envie d'aller, enfin, ça paraît normal de pas avoir envie de retourner voir la personne en question qui nous a jugés, humiliés, qui en plus de ça ne nous a pas rendu service. Voilà, parce que quand on refuse de donner une contraception à quelqu'un, ben on remplit pas sa mission. Donc c'est normal de pas vouloir retourner voir cette personne-là, sauf que parfois il y a pas d'autres soignants dans les alentours, et parfois les personnes qui ont subi ces jugements, ces humiliations sont vraiment traumatisées et donc n'ont plus envie d'aller voir qui que ce soit. Et donc moi j'ai des témoignages de femmes qui n'ont plus vu de soignants depuis 10 ans. C'est très grave puisque effectivement tu disais que les médecins ne soignent pas toujours, donc que tu veux les appeler d'une autre manière. Mais effectivement, parfois, on a besoin d'aller chez le médecin, on a besoin de médicaments, on a besoin d'un suivi, on a besoin d'être soigné. Et ça peut dégoûter certaines femmes qui, le jour où elles auront vraiment besoin d'être soignées, n'iront pas parce qu'elles se seront senties jugées, elles se seront senties mal, etc., etc. Donc c'est un vrai problème. C'est très grave. C'est très grave, surtout que en France, on travaille énormément à réduire ce qu'on appelle les inégalités sociales de santé. C'est-à-dire qu'on veut que l'offre de soins soit la même pour toute personne sur le territoire français. Donc on essaye de réduire les inégalités territoriales, on essaye de réduire les inégalités dues aux catégories socio-professionnelles, par exemple. Mais pour l'instant, il y a une énorme inégalité dans la prise en charge des personnes en fonction de leur sexe, malheureusement. C'est-à-dire que encore aujourd'hui, il y a beaucoup de préjugés sur les femmes et comme quoi, par exemple, ce seraient des pleureuses ou ce seraient des menteuses ou elles exagèrent, etc. Donc leur douleur est beaucoup moins bien prise en charge. Il y a des études qui ont montré que on donne, je crois, moitié moins d'antidouleurs aux femmes qu'aux hommes, par exemple. Et comme les femmes subissent énormément de violences dans le cadre médical, il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent plus, en fait, c'est même pas qu'elles veulent pas, c'est qu'elles ne peuvent plus mettre les pieds chez des professionnels de santé. C'est impossible, c'est traumatique, en fait. Et donc, ça fait tout un pan de la population qui n'a plus accès aux soins. Qui n'a plus accès aux soins parce que elles y ont été maltraitées. Tout simplement. Donc, c'est extrêmement grave. Il y a des femmes, on nous rabat les oreilles tout le temps, et heureusement, avec les dépistages du cancer du col de l'utérus, les dépistages du cancer du sein, etc. On est en plein dans Octobre Rose, d'ailleurs. Ouais, heureusement qu'on nous dit de faire les dépistages, etc. C'est vraiment important. Mais quand on a des femmes qui sont, les pauvres, maltraitées, humiliées, on les oblige à se mettre nues, on leur fait réciter leurs leçons sur la contraception, on les fout dehors en les insultant, on refuse de leur donner leurs soins. Là, il y a pas longtemps, il y a une femme, elle a accouché d'un bébé décédé, la pauvre, on lui a présenté dans un sac plastique son enfant mort. Et comment est-ce que ces personnes-là peuvent avoir confiance dans le corps médical? Comment c'est possible, en fait? C'est normal qu'elles y remettent plus les pieds. C'est normal que le jour où elle ressente un inconfort, elle préfère aller voir, je sais pas, quelqu'un d'autre, ou je sais pas, elles préfèrent n'aller voir personne plutôt que de remettre les pieds dans un endroit où elles savent qu'elles vont être maltraitées. T'étais en train de parler des examens gynécologiques, puisque tu as dit quand on va chez le gynéco,
tu as parlé de l'examen, de se mettre toute nue, etc. Moi, quand j'ai fait des recherches, j'ai vu beaucoup, et dans ton mémoire, on parle de la position qui est très inconfortable quand on va chez le médecin. Chez le gynécologue, on doit écarter les jambes, etc. Alors que finalement, comme tu l'écris, il y a d'autres moyens, et on n'est pas obligé d'avoir un toucher vaginal, etc. Quels sont, toi, les témoignages que tu as que tu as reçus par rapport à ça? Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui se sentent mal? Est-ce que c'est une majorité ou pas? Alors oui, oui, j'ai des chiffres sur, dans le questionnaire que j'ai fait, donc j'ai 12 000 réponses et j'ai des chiffres exactement sur ça, sur est-ce que vous vous sentez bien, mal, dans quelle tenue est-ce que vous êtes, etc. Et c'est voilà, là je tombe. Dans quelle tenue êtes-vous lors de l'examen? Le médecin me dit de me mettre nue dans 25% des cas, et je me mets nue dans 6% des cas. Enfin, je me mets nue spontanément dans 6% des cas. Mmh. Voilà. Dans quelle position êtes-vous lors de l'examen? À 99% allongé sur le dos. Le soignant vous demande-t-il explicitement votre autorisation ou votre avis avant un toucher vaginal, une palpation des seins? À 43%, non. À 20%, parfois. Voilà. Donc on ne demande pas l'autorisation des femmes, ni même leur avis avant de leur mettre des doigts dans le vagin. Ça paraît normal, quoi. Il y a pas de problème. Alors, on en revient à ce que tu disais au début. Quand tu étais jeune et que ta mère t'a demandé est-ce que tu veux aller chez le généraliste ou chez le gynéco, et tu m'as dit je veux pas aller chez le gynéco parce que je veux pas de toucher vaginal. Ben ouais. Donc en fait, dans la tête des femmes, c'est obligatoire quand tu vas chez le gynéco. Et oui. D'accord. Et donc toi, tu expliques que c'est pas obligatoire. Est-ce que tu peux nous parler de ça et des rapports de l'OMS, etc. là-dessus, sur les premiers examens, etc. Bien sûr. Alors en fait, effectivement, dans la tête des femmes et dans la tête de nombreux et nombreuses professionnels de santé, aller chez le gynéco, c'est aller faire un examen. Et il y a souvent, très souvent, quand on va chez le gynéco, même si c'est pour quelque chose de complètement différent, c'est un peu, tant que vous êtes là, on va faire un examen pour voir si tout va bien. Sauf que, je sais pas, c'est super bizarre, on fait pas une radio des poumons pour voir si tout va bien, juste comme ça, tant qu'on est là, quoi. Enfin, c'est... Bon, d'habitude, on va chez le médecin quand on sent que ça va pas, quand on est malade. Et nous, on va chez le médecin, chez les gynécos, pour avoir accès à des contraceptions et pour des dépistages. Donc ça veut dire ce sont des personnes, c'est les gynécos et les sages-femmes qui ont affaire à des femmes qui ne sont pas malades. C'est pour ça que je parle pas de soignants, je parle de professionnels de santé parce qu'ils nous soignent pas dans tous les cas. Et je parle pas de patientes, je parle d'usagères. Et donc, quand on va demander la pilule, par exemple, voilà. On n'a pas forcément besoin d'être ausculté. Voilà, c'est ça. En fait, il y a certains cas dans lesquels les touchés vaginaux ou les palpations de la poitrine sont nécessaires. Donc, pour poser un dispositif intra-utérin, on a besoin d'avoir accès au vagin de la personne, puisqu'on passe par le vagin. Pour faire des frottis et des prélèvements vaginaux, on a besoin d'avoir accès au vagin, puisque ça se passe dans le vagin. Et s'il y a une suspicion que la discussion avec l'usagère, avec la patiente, ne nous permet pas si dans la discussion, le soignant n'obtient pas de réponse qui lui permette de poser un diagnostic, par exemple, est-ce que ça vous gratte? Je sais pas trop. Voilà. À ce moment-là, le soignant peut exprimer le besoin de procéder à un toucher vaginal. Et aussi, si la patiente, si l'usagère demande un toucher vaginal parce que elle a un doute ou quoi que ce soit. Voilà, ce sont les seules raisons pour lesquelles le toucher vaginal est valable. D'accord. Donc, si on a des femmes et des jeunes filles et des jeunes femmes qui ont peur d'aller chez le gynécologue, mais qui ont besoin d'y aller parce qu'elles ont besoin d'un contraceptif ou qu'elles ont une question sur n'importe quoi, il ne faut pas qu'elles aient peur parce qu'elles n'ont pas envie d'avoir un toucher vaginal. C'est important de le dire. Elles peuvent y aller quand même et
voilà, et si pour le soignant, comment tu les appelles déjà, excuse-moi? Les professionnels de santé. Professionnels de santé. Si pour le professionnel de santé, c'est ultra logique qu'il faut procéder à un examen, elle peut dire, écoutez, aujourd'hui, de toute façon, si une femme n'a pas envie, elle n'a pas envie. On le sait, on va parler de consentement après. Écoutez, j'ai pas envie, je suis juste venue pour discuter, pour avoir des conseils aujourd'hui. Voilà, ça sera une autre fois. Mais il faut pas qu'elle se sente voilà, forcée à ne pas aller chez le médecin parce qu'elles n'ont pas envie d'avoir un examen. Voilà, alors la première chose, mesdemoiselles et peut-être messieurs, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'un dépistage et si vous avez besoin d'une contraception, vous pouvez aller consulter un ou une médecin généraliste, un ou une sage-femme, un ou une gynécologue. D'accord ? Le gynécologue, la différence, c'est qu'il ou elle s'occupe de la pathologie en plus. Voilà. À partir du moment où il y a une maladie, la sage-femme ou le médecin généraliste peut vous orienter vers un gynécologue. Mais pour tout ce qui n'est pas pathologique et tout ce qui est chlamydia, mycose et tout ça, vous pouvez rester chez des sages-femmes et des médecins généralistes. Donc, et les sages-femmes, elles ont le droit de prescrire des médicaments ? Oui, les sages-femmes ont le droit de prescription, tout à fait. D'accord, c'est bon à savoir. Oui, donc tout ce qui est contraception, grossesse, dépistage, suivi, si vous avez envie d'être suivi, ma foi, si vous avez envie d'être suivi, médecin généraliste, sage-femme, gynécologue, vous choisissez la personne qui vous convient le plus. En plus de ça, donc les dépistages à partir de 25 ans, c'est pas la peine de faire des dépistages avant. Et donc, si vous n'avez pas de questions, que vous n'avez rien qui gratouille, que vous n'avez pas de problème, que vous avez votre contraception si vous en voulez, etc., c'est pas la peine d'aller consulter. On consulte pas parce que ça fait 1 an qu'on a des rapports sexuels et qu'il faut consulter. C'est pas, voilà, on consulte quand on a envie de consulter, déjà, et soit qu'on se sent malade, soit qu'on a des besoins d'un dépistage. Donc, les dépistages du cancer du col de l'utérus, c'est à partir de 25 ans. D'accord. Et est-ce que là-dessus, tu inclus le frottis ? Le frottis, c'est le dépistage du cancer du col de l'utérus. D'accord. Voilà, comme ça, c'est bien clair pour tout le monde, parce que on se rend bien compte qu'en France, il y a un problème de savoir. C'est ça. Nous, les femmes, on en parlera en conclusion, puisqu'on va parler aussi des moyens pour qu'il n'y ait plus ce genre de soucis. Oui. Je peux juste bien clair. Si vous ne portez pas de DIU, donc de ce qu'on appelle malheureusement les stérilés, si vous ne portez pas ça, que votre contraception c'est une pilule ou autre chose, ou que vous n'avez pas de contraception du tout, si vous n'avez aucune maladie, aucun inconfort gynécologique, etc., et que vous avez moins de 25 ans, il n'y a aucune raison, sauf votre propre volonté, pour avoir recours à un toucher vaginal. Voilà. C'est bien clair. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si vous allez chez un professionnel de santé et qu'il vous dit « allongez-vous et mettez-vous nu ou enlevez votre pantalon », il n'y a pas de raison de le faire. Vous pouvez, dans tous les cas de toute façon, vous pouvez exiger qu'on vous explique pourquoi la personne estime qu'elle doit avoir recours à un examen. Et dans tous les cas, quoi qu'il arrive, vous pouvez toujours refuser. Quel que soit l'examen, quel que soit l'acte médical, vous pouvez le refuser. De toute façon, notre corps, c'est notre corps et on en fait ce qu'on veut. Si on veut pas, on veut pas. C'est sûr. Et même face à un professionnel de santé. Important. Voilà. La loi... Ça reste un autre être humain. Voilà. La loi dit que tout acte médical nécessite le consentement libre et éclairé de la personne du soigné. Voilà. La seule situation dans laquelle il y a 2 situations dans lesquelles ça ne nécessite pas le consentement libre et éclairé, c'est les cas d'urgence vitale. Donc si on est inconscient et qu'il y a une urgence vitale, on va pas attendre qu'on se réveille pour donner notre consentement, évidemment, puisque sinon on se réveillera jamais. Et certains cas psychiatriques. D'accord. Voilà. Oui, la personne n'est pas apte à décider. Mais dans la vie de tous les jours, en ce qui concerne la gynécologie, la contraception, etc., rien ne doit être fait sans votre consentement. Donc si vous ne consentez pas à un acte, vous dites non, vous vous levez, vous partez, et puis c'est tout.
Voilà. Comment t'expliques, puisque ce manque de communication, puisque quand on juge une patiente, on n'échange pas avec elle, donc on connaît pas sa vie, donc on émet un jugement. Quand on effectue un examen ou qu'on ne demande pas l'avis et qu'on pense que c'est normal, parce que le médecin, alors le professionnel de santé peut très bien se dire c'est pour elle que je le fais, ça se trouve elle vient pas souvent ou ça fait longtemps que je l'ai pas vue, donc on va faire un examen, c'est mieux, c'est préventif, etc. Mais si le professionnel de santé n'explique pas pourquoi, effectivement, la personne en face peut mal le prendre. Comment est-ce que dans ton mémoire et au fur et à mesure de tes recherches, est-ce que tu as trouvé pourquoi il y avait un tel manque de communication des deux côtés, bien sûr, parce que quand une femme se sent mal à l'aise, généralement, elle le dit pas. Elle est assez, elle a peur et elle dit rien. Comment est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu as trouvé des écrits là-dessus ou des documents qui parlaient de ça, de ce manque de communication justement? Mon explication que moi j'ai trouvée et que je donne, c'est le fait que la relation soignant-soigné soit encore aujourd'hui une relation de pouvoir. C'est une relation verticale de pouvoir, c'est-à-dire que le ou la professionnelle de santé, c'est une personne par définition qui est instruite, a priori qui a un statut social assez privilégié, qui est à l'aise, etc., et qui détient le savoir. C'est la personne qui a les réponses à nos questions. Donc, on le contredit pas forcément. Voilà. Donc, on contredit pas forcément la personne, et de toute façon, très souvent, ça me fend le cœur de dire ça, mais malheureusement, souvent, les professionnels de santé n'entendent pas la contradiction, et n'entendent pas la remise en question, le questionnement, etc. Là, encore. Il n'y a pas de débat, en fait. Pardon ? Il n'y a pas de débat, en fait. C'est très rare, c'est très difficile, et c'est très courant dans les professions dans lesquelles les gens sont habitués à être écoutés, en fait. Voilà, par exemple, chez les professeurs, souvent, il y a un peu cette relation aussi souvent, il y a des professeurs qui ont du mal à accepter la remise en question, etc. Parce que, voilà, ce sont des personnes qui professent, tout simplement. Ce sont des personnes qu'on écoute, qui détiennent le savoir, et donc, en tout cas pour les soignants, souvent, ils ne laissent pas la place dans la relation de soins à l'expression de la personne qu'ils ont en face d'eux, à la remise en question, au doute. Voilà, souvent, ils peuvent le prendre eux-mêmes personnellement. Moi, ça m'est arrivé il y a 2 semaines. On me disait de moucher mon fils 12 fois par jour, et j'ai eu le malheur de demander, mais est-ce que c'est pas mauvais pour les oreilles? Et puis, je me suis faite pourrir, en fait. Je me suis fait parler, enfin, la femme, elle m'a parlé comme une enfant de, 4 ans et demi. Alors ça, c'est drôle que tu parles de ça, parce que moi, ça me fait penser un peu à une relation parent-enfant. Tu vois, où l'enfant, il a pas son mot à dire, etc. Et d'ailleurs, tu l'écris, tu écris qu'on est dans un paternalisme culturel. Ouais. Donc ça fait penser à ça un peu. Voilà, je voulais juste le dire. D'ailleurs, souvent, il y a beaucoup de soignants qui sont très impliqués, et c'est vraiment super. Je fais attention à ce que je dis, parce qu'il y a des professionnels de santé qui sont géniaux, et puis c'est un métier magnifique, ce sont des métiers magnifiques, donc c'est compliqué en même temps de dire ça, mais il y a des professionnels de santé qui sont super impliqués, qui veulent vraiment soigner les gens. Et aider, sauf qu'on n'aide pas les gens contre leur gré. Et en fait, il y a des soignants qui le prennent super mal quand les usagers, les patients, ne respectent pas à la lettre les indications, les prescriptions, etc. Sauf qu'en fait, c'est pas le métier du soignant d'obliger les patients à se soigner, en fait. Oui, mais c'est la déformation professionnelle, effectivement. Je pense que quand t'es soignant, t'es professionnel de santé, t'es là pour aider, et on est là pour aider. Voilà. Ils sont là pour aider, mais ils sont pas là pour sauver. Effectivement, oui. Et c'est ça qui est très compliqué, c'est-à-dire ce qui est très difficile dans la relation de soins, c'est qu'on peut pas aider les gens contre leur gré. S'il y a des gens
qui, en plus, ça a été prouvé. Quand on comprend pas les soins qui nous sont prodigués, on guérit moins, en fait. Voilà. Les gens qui ne comprennent pas ou à qui on n'a pas bien expliqué les médicaments qu'ils doivent prendre, comment fonctionne le médicament, etc., et ben en fait, ils vont moins bien le prendre, et leur corps va moins bien l'accepter. Je sais pas, il se passe tout un tas de choses qui fait que leur corps guérit moins bien. Tout à fait. Et donc, c'est vraiment nécessaire de remettre en place cette communication et de créer une relation horizontale entre le soignant et le soigné, une relation de partenariat, de personne à personne. Il y a une personne qui a besoin d'aide, qui se retrouve un peu en difficulté, et il y a une personne dont il se trouve que le métier, c'est de répondre à ces questions-là. Voilà, c'est tout. Et c'est pas Messire, le soignant, qui détient tout le pouvoir, et la petite pauvresse qui est là à mendier des médicaments. Ça se passe pas comme ça, en fait. Donc on est toujours dans un problème de communication. On est dans un problème de communication, et on est, selon moi, vraiment dans un problème de pouvoir. C'est vraiment une prise de pouvoir sur le corps des femmes et dans une règle générale, sur les patients, les soignés. Voilà, rien que le fait d'utiliser le terme patient, ça vient de passif. D'accord. En fait. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas. C'est vrai. Donc maintenant, j'aimerais bien, et là encore, vaste sujet, on pourrait en parler pendant des heures. J'ai moi-même vu beaucoup de témoignages là-dessus, j'en entends autour de moi tout le temps, de la grossesse et de l'accouchement. Oui. Quels sont, toi, les témoignages qui t'ont le plus marqué? Qu'est-ce qu'on pourrait changer? Il y a toujours cette histoire de consentement, notamment au niveau de l'épisiotomie. Moi, c'est ce qui m'a le plus marqué en quelques minutes. Voilà, qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire là-dessus pour changer les choses, parler de quelques témoignages, etc. Alors moi, le premier témoignage que j'ai reçu, ça a été une dame qui était coordinatrice des soins. En fait, j'étais en train de réfléchir à mon sujet de mémoire, et j'étais en train de me tourner vers le sujet du sexisme en gynécologie. Et cette femme que j'ai rencontrée m'a expliqué qu'un jour elle travaillait, et elle a été appelée en catastrophe par les équipes de la maternité, parce qu'il y avait une jeune femme d'à peu près 16-17 ans qui venait pour accoucher de jumeaux. Et l'obstétricien, sans même avoir pratiqué le moindre examen, avait décidé que ce serait une césarienne. Et cette jeune femme demandait à ce qu'au moins on vérifie s'il y avait besoin d'une césarienne ou pas. Enfin, elle n'avait pas envie d'accoucher par césarienne, etc. Et donc, branle-bas de combat, gros conflit dans toute l'équipe, etc. Et le gynécologue finit par dire à la directrice des soins, dans un coin du couloir, oh ben ça va, c'est pas moi qui l'ai engrossé. Hein. Voilà. Et donc la directrice des soins lui dit, eh ben tu sais quoi, tu vas aller lui dire. Voilà. Si c'est comme ça, si c'est ça la raison pour laquelle tu souhaites faire une césarienne à cette jeune fille, tu vas lui expliquer toi-même. Et quand il rentre dans la chambre, cette jeune fille de 16 ans dit, en fait c'est vraiment important pour moi qu'il y ait mon mari à côté. Et là, ça a fait tilt dans la tête du mec. Son mari, comment ça? Elle est mariée? Je sais pas, elle devait être, je sais pas, peu importe. Elle est mariée. Et là, du coup, tout gentil, il procède à l'examen, et finalement, elle a eu un accouchement, je sais pas moi, physiologique, en tout cas, un accouchement respecté. Parce qu'elle était mariée, parce que c'était plus la petite traînée de 16 ans qui se fait engrosser dans un coin du garage et qui vient maintenant accoucher de jumeaux, et on sait même pas ce qu'elle va en faire de ses jumeaux, donc ben voilà, pour la calmer, on va lui faire une césarienne, et puis on va s'en débarrasser vite fait parce que c'est bientôt l'heure de la pause, faut pas déconner. Voilà, donc ça a été le premier témoignage qui m'a marqué et qui a fini de me convaincre de traiter ce sujet-là. Ensuite, des témoignages de violence, il y en a des milliers. Chaque jour, il y en a des centaines qui sortent sur les réseaux sociaux, et tout ça, c'est vraiment... ça glace le sang, c'est incroyable. En ce moment, là, on force les femmes à accoucher avec des masques. Oui, bah oui. En ce moment, voilà. Alors, pour les personnes qui n'ont jamais accouché, un accouchement, c'est super,
c'est un effort. C'est-à-dire qu'on a besoin de respirer très profondément pour pouvoir accoucher, parce que c'est extrêmement intense, il faut pousser, etc. Enfin, on peut pousser, en plus, c'est quelque chose, on n'est pas obligé de pousser, mais on peut. Et voilà, donc c'est quelque chose qui est intense, qui prend tout notre corps, tout notre esprit, toute notre force, etc. Et donc, porter un masque, c'est déjà compliqué de porter un masque quand on marche dans la rue ou quand on court après son bus. Donc, pour accoucher, c'est vraiment loin d'être l'idéal, et c'est très violent, en fait, de forcer des femmes à accoucher avec un masque, parce que on les empêche d'accoucher, tout simplement. On les empêche de respirer. Voilà, donc ça, c'est... Tu me disais, quand on a préparé cet entretien au téléphone, tu me disais que l'accouchement, pour toi, avait une incidence sur la façon dont tu vas devenir mère. J'en suis persuadée. Voilà, je suis assez d'accord avec ça. D'ailleurs, quand on a un bel accouchement, c'est un magnifique moment. Hein. Donc, j'imagine que quand on a un accouchement qui se passe mal, déjà quand ça se passe bien, on s'en rappelle toujours. Alors, quand ça se passe mal, ça doit être pire. Tu as eu d'autres témoignages là-dessus sur des accouchements, parce que moi quand j'ai fait des recherches, j'ai vraiment il y avait vraiment l'accouchement qui ressortait plus que le reste au niveau des violences. Alors je voulais préciser quelque chose, on parle de violence physique, on parle aussi de violence verbale, hein. Oui, et de violence psychologique, ouais. Exactement. T'as un autre témoignage là-dessus, des choses qui reviennent. On parlait d'épisiotomie tout à l'heure. Ça, c'est un vaste sujet aussi sur le consentement. Quand on ne sait pas ce que c'est une épisiotomie, quand le médecin estime qu'il faut en faire une, mais qu'il n'a pas le temps d'expliquer à la patiente. Est-ce que tu aurais un témoignage là-dessus ? J'en ai plein. J'en ai des centaines, des milliers de témoignages de violences obstétricales. Pour ce qui est de l'épisiotomie, comme de tout acte, donc le consentement est nécessaire, c'est la loi. Cela dit, très souvent, pendant l'accouchement, je ne sais pas pourquoi, il y a un vent de panique qui souffle sur la maternité, enfin sur le service de gynécologie obstétrique, et tout le monde se comporte comme si, mon Dieu, ça y est, la femme est en train d'accoucher, il faut absolument que ce bébé sorte super vite, il faut absolument qu'elle ait fini d'accoucher super vite, que le placenta soit sorti super vite, parce que sinon tout le monde va mourir. Ça se passe pas comme ça. Un accouchement, c'est physiologique dans la vie physiologique d'une personne de sexe féminin. L'accouchement, c'est un acte normal, c'est un acte exceptionnel dans le sens où ça n'arrive pas très souvent, mais c'est un acte normal, c'est-à-dire que le corps est fait pour être capable d'accoucher. Donc, des fois, il y a des problèmes, mais pas toujours. Dans l'immense majorité des cas, il n'y a aucun problème, et dans les cas où il n'y a aucun problème, on prend beaucoup moins de risques à ne pas intervenir du tout qu'à intervenir. Et donc, le problème, c'est que très souvent, les professionnels de santé sont formés dans la peur. C'est-à-dire que quand on les forme à l'école, à la fac de médecine, on leur apprend à prendre des précautions, à prendre plutôt trop de précautions que pas assez. Et donc, on leur apprend que c'est mieux de faire une épisiotomie. Donc, une épisiotomie, c'est couper le périnée, enfin l'entrée du vagin des femmes, un petit peu en diagonale, quoi, pour éviter que le périnée ne se déchire de lui-même du vagin jusqu'à l'anus. Voilà. Et donc, très souvent, quand on parle d'épisiotomie avec des soignants et qu'on dit « j'en veux pas », parce que la majorité des femmes n'en veulent pas, très souvent ils nous répondent « bah oui, mais c'est pour éviter que ça se déchire jusqu'à l'anus ». Évidemment, quand on répond ça, toutes les femmes disent « ah ben d'accord alors », parce que personne n'a envie de se déchirer. C'est assez convaincant comme argument. Sauf que ça n'arrive que très, 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 très rarement, ces déchirures-là jusqu'à l'anus. Et généralement, quand on fait pas d'épisiotomie, on a un peu plus de déchirures, mais ce sont des déchirures bénignes et avec beaucoup moins de comorbidité, beaucoup moins de problèmes de cicatrisation, beaucoup moins de douleurs. Et les épisiotomies, quand on y procède, il y a le traumatisme parfois, et il y a
très souvent, les femmes ont des douleurs à vie. En fait, très souvent, il y a des femmes qui sentent 40 ans plus tard les points de leur épisiotomie quand elles montent les escaliers, par exemple, ou quand elles s'assoient. Et puis, Donc, tu as eu le témoignage de pas mal de femmes qui ne voulaient pas d'épisio et qui l'ont ah subi, oui, qu'elles n'en voulaient pas, et qui, après coup, elles se sont pas dit, s'il l'a fait, c'est que c'était mieux, et puis, et puis qui en ont bien guéri. Il y a, il y a bien des femmes qui doivent se dire ça aussi. oui, il y a plein de femmes qui se disent bon bébé va bien. Et il y a plein de gens qui disent bon bébé va bien, donc c'est pas si grave si on t'a découpé le sexe. Il y en a plein. Et oui, j'ai plein de témoignages de femmes qui disent qui ont dit clairement je ne veux pas d'épisiotomie avant l'accouchement, et qui au moment de l'accouchement, le médecin ou la personne en charge de l'accouchement a dit je vous fais une épisio, hein, et clac, ils ont coupé. Il y a aussi plein de femmes qui disent je veux pas d'épisio, qui le disent pendant l'accouchement, et puis elles entendent les ciseaux, ou alors et puis elles entendent les ciseaux et personne leur a dit qu'on était en train de faire une épisio, c'est elles qui s'en rendent compte, ou alors c'est une fois qu'elles sont rentrées dans la chambre avec leur bébé dans les bras, elles essayent de s'asseoir, elles se rendent compte qu'elles ont des points, elles demandent ce qui se passe et puis on leur dit on vous a fait une épisio. Voilà. Et du coup, ces femmes qui ont demandé à ne pas avoir d'épisio, qu'est-ce qu'on leur répond du coup? Très souvent, on leur répond mais en fait si on fait une épisio, c'est pour pas que ça se déchire jusqu'à l'anus. Et on répond soit ça, soit on verra sur le moment, hein, selon les nécessités médicales. Si on est en situation d'urgence, on va quand même pas laisser votre bébé mourir. D'accord. Donc oui, il y a personne en face qui promet qu'il y aura pas d'épisio. Donc c'est une situation d'urgence. C'est très difficile de promettre. Cela dit, il y a des obstétriciens et peut-être des obstétriciennes qui n'ont jamais pratiqué d'épisio de leur carrière ou qui n'en ont pratiqué aucune depuis 20 ans. Et il y a des maternités dans lesquelles on fait systématiquement des épisios à toutes les primipares, donc celles qui viennent accoucher pour la première fois. Et il y a des maternités dans lesquelles on fait 2 épisios dans l'année. Donc c'est qu'à un moment, quand on va dire à toutes les primipares, oui mais c'est au cas où il y aurait une urgence ou une déchirure jusqu'à l'anus, en fait on va pas tâter le périnée des femmes avant d'accoucher pour les sélectionner dans la maternité. Non, je veux dire que les maternités qui font 2 épisios par an, elles présélectionnent pas les patientes pour être sûres que ce soit des femmes qui n'auront pas besoin d'une épisio plus tard. C'est ridicule, c'est juste qu'ils ont des personnes qui savent faire sans épisio et qui respectent la physiologie de l'accouchement et qui écoutent les femmes et qui acceptent de prendre le temps. Donc si c'est possible de faire 2 épisios par an, voire aucune, faisons-le. Quand on va dire aux personnes après, oui mais nous on en fera une pour pas que ça se déchire jusqu'à l'anus, ou nous on en fera une parce que sinon votre bébé il va mourir, c'est pas de l'information, c'est de la menace. Et à aucun moment, la loi, elle dit qu'on a le droit de pratiquer des actes après avoir obtenu un consentement sous la menace. Ça n'est pas un consentement quand c'est obtenu sous la menace. D'accord. Voilà. Donc on en est là pour l'instant. Très souvent, les soignants, croyant bien faire, mais ça m'est arrivé à moi, hein, pas pour l'épisio. Moi, j'avais dit que je voulais pas d'injection d'ocytocine, et puis quand j'en ai parlé avec le sage-femme du service au moment du projet d'accouchement, il m'a dit « Ah ça va être compliqué ». J'ai dit « Pourquoi ? Est-ce que c'est dans le protocole ?» Il m'a dit « Non, mais on fait ça par réflexe ». D'accord. D'accord, mais je me fous. Moi, donc c'est ce qui est appris à l'école. Hein ? C'est ce qui est appris à l'école. C'est ce qui est appris à l'école, et là, en l'occurrence, dans cette maternité... Enfin, oui, c'est ce qui est appris à l'école. Quand la première épaule du bébé sort, paf, ocytocine. Et puis, on se pose pas de questions. Et puis, si la personne dit clairement « je ne veux pas d'injection d'ocytocine », tant pis, on a eu le réflexe trop tard. Voilà. Et donc, le loi, on s'assoit dessus. Pas de problème. Est-ce que tu penses que ce manque de communication est aussi dû à un problème générationnel ? J'ai vu que l'âge des gynécologues était en moyenne de 61 ans.
est-ce que ça serait pas aussi le souci? Est-ce qu'il faudrait pas plus de jeunes médecins qui sont de la génération des jeunes patientes et qui seraient peut-être plus compréhensifs? Peut-être, mais alors je suis pas... Ouais, alors, il y a certains soignants, certains professionnels de santé, et certaines d'ailleurs, qui sont âgés et qui sont d'une autre génération et qui ont leurs convictions liées à leur génération et qui du coup vont être très maltraitants à cause de ça. Là, d'un coup, j'ai le témoignage qui revient d'une femme qui voulait plus de sa pilule. Elle est tombée sur une gynéco féministe des années 60 qui lui a dit que la pilule c'était vraiment génial et que c'était une honte de plus vouloir la pilule parce que ça nous avait libérés et qu'il a sorti de son cabinet, quoi. Ah ouais, mais bon, si elle veut pas la pilule, elle veut pas la pilule, enfin, elle a le droit. Donc il y a effectivement ça, ce problème de génération, mais moi je pense pas que ce soit la cause du problème de communication parce que effectivement, si on a des soignants plus jeunes, plus au fait de ce qui se dit aujourd'hui, etc., ça ira mieux. Sauf qu'en fait, la loi, elle dit que les soignants, tous les actes médicaux doivent être faits. Enfin, comment dire ? Les soignants doivent exercer dans le cadre des savoirs disponibles. C'est-à-dire que les soignants doivent se tenir au courant des avancées scientifiques. Donc en fait, qu'ils soient vieux, qu'ils soient jeunes, c'est pareil, hein. Ils sont censés connaître les recommandations de la Haute Autorité de Santé, les recommandations de l'OMS. Tous les soignants aujourd'hui sont censés savoir qu'un DIU, ça peut se poser sur des personnes qui n'ont jamais eu d'enfants, que l'épisiotomie, c'est pas un acte qui est nécessaire sur toutes les nullipares, que l'expression abdominale, c'est très dangereux et ce n'est pas du tout recommandé, c'est même déconseillé et ça devrait être interdit. Enfin, on le sait en fait maintenant. Donc qu'ils soient vieux, qu'ils soient jeunes, la loi dit qu'ils sont censés se tenir au courant. D'accord. Donc le problème, c'est la formation des soignants qui pour l'instant n'évolue pas. Alors peut-être que là, elle va évoluer vu qu'on a supprimé la PACES, donc peut-être que c'est un premier pas. Mais pour l'instant, dans la formation des soignants, on les forme à être des bêtes de travail et puis on les casse au moment de l'internat, etc. On les casse, on fait en sorte de casser leur personnalité, de les épuiser, on les met vraiment à l'épreuve pour les endurcir. Et du coup, forcément, c'est des personnes qui, au bout d'un moment, qui doivent ronger un peu sur leur empathie pour pouvoir tenir. Et donc ça fait des professionnels de santé qui sont des professionnels de santé mais qui sont moins des soignants. Voilà. Donc en fait, il y a aussi un manque d'empathie. Clairement, très clairement. Moi, je le vois par exemple, c'est un exemple, mais quand j'ai accouché, la sage-femme qui était là à mon accouchement, elle me recousait à vif en fait. Voilà, puisqu'elle avait utilisé un anesthésiant en spray qui est utilisé d'habitude pour anesthésier, qui n'anesthésie que la peau, et elle me recousait le muscle, donc elle me recousait à vif. Et quand je lui disais « vous me faites mal », elle me disait « ah bah oui, c'est sûr, je vais pas être votre copine, hein ». Et puis ça s'arrêtait là. Et pareil, quand elle m'appuyait sur le ventre et que j'ai eu des douleurs pendant des semaines, « ah bah oui, je vais pas être votre copine ». Ben non, connasse, tu vas pas être ma copine, non. C'est sûr. Mais en fait, qui dit ça dans la vie quand on fait mal à quelqu'un et que la personne nous dit « aïe, tu m'as fait mal », qui répond « ah ben je veux pas être ta copine ». Personne, on dit juste « pardon ». Je sais pas, c'est bizarre. Et en fait, c'est super répandu ça. Dire « ah ben serrez les dents ». « oh ben on est un peu chauchotte aujourd'hui ». Oui, parce qu'une femme, c'est souffrir. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, si je peux passer une petite dédicace, Morgane, va te faire foutre. C'est qui, la sage-femme ? Voilà, c'est la charcutière qui était là au moment de mon accouchement. Donc, j'espère que tu passeras par là et que tu te reconnaîtras. Sache que je te déteste profondément. Bon, écoute, définitivement, cet épisode sera interdit aux mineurs. Quand on fait des épisodes podcast sur Internet, on te dit y a-t-il des propos choquants ? Bah, oui, donc on le fera pas écouter au plus sensible. Excuse-moi, non, mais c'est pas. Enfin voilà. Non, mais je te charrie, mais c'est bien. Exprime-toi et
Et on voit à travers ton témoignage, justement, ces paroles que y a des femmes qui ont besoin de s'exprimer, tout simplement. Il y a des là, tu veux en public. C'est ça. Et puis, en fait, c'est super insidieux, si tu veux. Cette relation de pouvoir, elle est très insidieuse parce que, par exemple, moi, je vois dans mon histoire, j'ai accouché des années après avoir fait mon mémoire. Hein. Donc, j'ai été super informée sur les violences. J'étais super informée sur la loi, sur ce qu'on avait le droit de faire, ce qu'on n'avait pas le droit de faire, sur ce que j'avais le droit de refuser. J'étais super informée. Et je suis arrivée, j'étais trop heureuse d'accoucher, j'ai tout fait chez moi et tout ça, j'ai géré la douleur et tout, enfin c'était trop bien. Et j'ai eu le malheur de tomber sur Morgane. Et en fait, donc elle a été maltraitante du début jusqu'à la fin, tout simplement. Elle m'a tout nié, elle m'a tout refusé, elle m'a fait mal, elle a été vraiment horrible. Et à la fin, quand elle était en train de me recoudre à vif et que moi, ça faisait 37 heures que j'avais eu des contractions et j'ai accouché toute seule, sans péridurale, sans rien et tout ça, et que je lui ai dit « vous me faites mal » et qu'elle m'a répondu « ah bah oui, je veux pas être votre copine hein. ». J'ai répondu, ça me met la rage, j'ai répondu « ah c'est vrai, excusez-moi, je suis un peu chochotte ». Est-ce que t'imagines à quel point c'est insidieux, en fait, la relation de pouvoir qui s'installe quand t'es allongé sur le dos à poil épuisé et que t'as une personne en face de toi en uniforme qui se remet pas en question un quart de seconde, qui te regarde pas dans les yeux, qui se remet pas en question. Enfin, pour elle, elle fait son boulot et c'est tout. Elle était en train de me recoudre à vif, la femme. Hein. Il y a des anesthésiens, ça existe. Hein. Bah non. Elle s'en est pas rendue compte, elle s'est pas un quart de seconde posé la question. Et comme elle, c'est son job et qu'elle se pose pas la question et que pour elle, c'est normal, ben c'est moi qui me retrouve à me remettre en question et à dire je suis chochotte. Ça fait 37 heures que j'ai des contractions, je suis chochotte, moi. Ben. C'est que c'est ta faute, finalement. On va conclure parce que sinon on pourrait faire encore 1 heure là-dessus. J'ai vu ces derniers jours que le nombre d'IVG en France avait atteint son plus haut record en 2019. Ah oui. On est à 232 200 interruptions de grossesse. La femme est tout à fait en droit en France de se faire avorter. J'ai l'impression, en tout cas moi, j'ai l'impression que ça rejoint un peu tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, le fait que les femmes ont peur. On revient sur ta phrase du début, sur le fait que quand les femmes auront vraiment besoin de se faire soigner, finalement, elles n'iront pas chez le médecin. J'ai l'impression que ça vient Est-ce que ça ne viendrait pas pareil, toujours, on en revient au même, le manque de communication, etc. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça ? Du fait que le taux d'avortement augmente, que le nombre d'avortements augmente. Oui. Ça veut dire est-ce qu'il n'y aurait pas un problème au niveau de la prévention ? Et du coup, s'il y a un problème au niveau de la prévention, ça veut dire qu'il y a encore un problème de communication. Oui, je pense qu'effectivement, il y a sans doute des problèmes de prévention. Il y a un gros problème d'éducation sexuelle. L'éducation sexuelle vaut pas grand-chose, j'ai l'impression. Enfin, moi, personnellement, l'éducation sexuelle que j'ai reçue au collège, on a étudié la sexualité des oursins. Pardon. Donc, il y a une vraie prévention, parce que là, on va parler on va conclure, et donc, on va parler des solutions. Ouais. Pour que les femmes se sentent plus en confiance, etc., et que ce genre de témoignages arrive de moins en moins, puisque c'est un vrai sujet. Donc déjà, selon toi, il faudrait faire plus de prévoyance dans les écoles. Il faudrait tout simplement enseigner la sexualité, le corps de la femme, le corps de l'homme, comment ça marche, etc. J'imagine. Ouais, alors déjà ça, comment fonctionnent les corps. Et puis, il faut enseigner le consentement, absolument, nécessairement. C'est super important d'enseigner ce qu'est le consentement et à quel point c'est nécessaire. Il faudrait enseigner la contraception et le fait qu'il y a différents moyens de contraception et que, je reprends les termes de Martin Winkler, la meilleure contraception, c'est celle que l'on choisit. Il n'y a pas de meilleure contraception que celle que l'on choisit pour soi.
Voilà. Donc déjà, je pense qu'il faut encore plus communiquer sur ça. Il faut encore plus informer sur ces thèmes-là. Et puis, les personnes, je pense qu'il faut reprendre un peu le pouvoir sur son corps. Et pour prendre le pouvoir sur son corps, il faut le connaître. Ouais. J'ai tendance à dire que savoir, c'est pouvoir. Tout à fait. Donc, pour connaître son corps, il existe une pratique qui s'appelle l'autogynécologie, l'auto-observation. Et donc, ça peut se faire en cercle, avec plusieurs personnes, ou ça peut se faire soi-même seul. C'est-à-dire, c'est apprendre à s'observer. Donc, on peut prendre un miroir et regarder sa vulve. On peut acheter un spéculum à 1 euro à la pharmacie et regarder à l'intérieur de son vagin, ou juste toucher son col de l'utérus à l'aveugle. Apprendre à observer la couleur, la consistance, voire l'odeur des sécrétions vaginales, la consistance du col de l'utérus, etc. Comprendre un petit peu comment fonctionne notre cycle, voilà, pour pouvoir savoir quand ça va pas, ou savoir quand ça va bien aussi. Ça, c'est un premier pas, parce que le problème, c'est que, nous, personne de sexe féminin, notre sexe, il est dans une position qui fait qu'on ne le voit pas. Il est très difficile à voir notre sexe. Et puis en plus, comme il est tourné vers l'intérieur, c'est pas comme les hommes qui voient leur pénis tout le temps, qui jouent avec et tout. Nous, on peut pas. C'est très simple, très simple. Ah ouais. On voit pas celui des autres non plus. Donc on a besoin de s'approprier notre propre sexe, et pour ça, donc on peut le faire soi-même en autogynécologie, dans des cercles d'autogynécologie, etc. Ou on peut aussi, quand on est soignant, professionnel de santé, on peut avoir une relation horizontale avec les personnes que l'on aide, et on peut, par exemple, leur proposer un miroir, on peut leur proposer d'insérer le spéculum elle-même, on peut expliquer ce qu'on fait, on doit, de toute façon, c'est la loi, expliquer pourquoi on pense qu'on a besoin de faire un toucher vaginal, demander l'autorisation, vraiment. C'est-à-dire, demander l'autorisation, c'est pas j'ai besoin de faire un toucher vaginal, déshabillez-vous s'il vous plaît. C'est bon, alors là, vous m'avez dit ça, ça, ça. Moi, je pense que ça risquerait d'être ça, mais j'aurais besoin de vérifier votre col de l'utérus. Est-ce que vous voulez bien que je pratique un examen, s'il vous plaît? Ça, c'est une réelle demande de consentement. Est-ce que tu penses que les professionnels de santé pourraient, de temps en temps, malgré qu'ils aient 20 ou 30 ans de pratique, recevoir des formations sur la psychologie des femmes, sur l'empathie, justement, pour ne pas être que dans le rôle du soignant, mais plus peut-être dans un rôle d'écoute, etc. Oui, alors sur la psychologie des femmes et l'empathie, je sais pas, mais sur le consentement, sur comment être sûr d'être un professionnel de santé bien traitant, comment faire en sorte que les personnes se sentent en confiance quand elles viennent dans notre cabinet, etc. Ça, ouais, vraiment, c'est une bonne idée d'ailleurs. Tiens, très bonne idée. Ce serait une super idée. Je pense que ça existe, des formations comme ça, mais oui, il y a des formations sur l'écoute active, par exemple, des trucs comme ça. Oui, ce serait vraiment nécessaire. Et ce serait nécessaire de mettre ces formations-là dès l'école, dès la fac de médecine. Est-ce que tu aimerais nous dire autre chose en conclusion, quelque chose d'important dont on n'a pas parlé, que les femmes devraient entendre? Oui, alors en cas, si vous savez que vous avez été victime de violence, que votre consentement n'a pas été respecté, par exemple que vous avez des séquelles, etc., sachez que le recours juridique est possible. Il est possible de porter plainte contre les soignants quand ils sont violents. Alors je dis pas à tout le monde allez porter plainte, on va se rebeller contre les soignants, etc. C'est pas ça. Simplement, les soignants, les pauvres, ils vivent dans la peur du tribunal, etc. Et en fait, moi personnellement, les chiffres que j'ai eus, c'est terrible en fait. J'ai eu quasiment 300 personnes
qui m'ont dit qu'elles s'étaient senties violées pendant des examens gynécologiques. Et j'arrive à la fin, tu vois. Voilà, 292 personnes qui se sont senties violées, 1830 qui se sont senties infantilisées, 754 qui se sont senties rabaissées, 619 honteuses. J'ai 1656 personnes qui disent qu'elles ont subi des violences gynécologiques. Et j'ai 15 personnes qui ont porté plainte et ça a abouti à un jugement en leur faveur. J'ai 17 personnes qui ont porté plainte et ça n'a pas abouti à un jugement en leur faveur. J'ai 645 personnes, soit 28%, qui n'ont pas porté plainte parce qu'elles pensaient que c'était pas possible. 1189, soit 52%, qui n'ont pas porté plainte parce qu'elles pensent que c'est pas assez grave ce qu'elles ont subi. Donc, je donne ces chiffres-là parce que très souvent, les professionnels de santé pensent se sentent vraiment en danger que les gens portent plainte contre eux, etc. Et en fait, quand on regarde les chiffres, le nombre de personnes qui effectivement portent plainte par rapport au nombre de personnes qui ont subi des violences, il est infime. Il est infime. Et donc vraiment, si vous sentez que vous avez été maltraité, que vous avez subi des violences, etc., sachez qu'il est possible de porter plainte. Avant de porter plainte, il est possible de s'adresser au chef de service, de s'adresser à la commission des usagers, etc., pour discuter avec l'établissement de santé. Mais en dernier recours, vous pouvez porter plainte. Voilà. Et vous avez le pouvoir. Reprenez le pouvoir, reprenez confiance en votre corps, etc. Et reprenez le pouvoir parce que personne n'a le droit de poser quelque acte que ce soit sur votre corps sans votre autorisation. D'accord. Merci Colline. Merci pour ce témoignage et cette étude très forte qui, je pense, va avoir, je l'espère, pas mal de répercussions et beaucoup de femmes vont se reconnaître et pas que les femmes, peut-être aussi des politiques, le gouvernement, les médecins, le corps médical pour faire bouger les choses. Et parce que moi, ma peur là-dedans, en tant que femme, on se sent toujours concernée. C'est vraiment, je te le disais, que les femmes, au moment où c'est vraiment grave, n'aillent pas se faire soigner à cause de ce genre de choses. Et c'est pour ça que je voulais aussi t'interviewer aujourd'hui. C'est très important de travailler là-dessus pour que des catastrophes n'arrivent pas. Voilà. Mais c'est ce qui se passe. Il y a énormément de femmes qui ne retournent pas se faire soigner, malheureusement. Et oui, alors à ces femmes-là qui ne retournent pas se faire soigner, on peut dire qu'il existe une liste de soignants en gynécologie sur Internet qui s'appelle Gyn&Co. Et en fait, ce sont les usagers qui rentrent dans cette liste, les soignants bienveillants. Oui, qui sont recommandés par des patientes. Voilà, c'est ça. Donc, avec des catégories qui sont bienveillants envers les personnes en surpoids, qui sont bienveillants envers les personnes handicapées, qui sont bienveillants envers les personnes LGBTQ, etc. Enfin, voilà. Et vraiment, si ça peut aider des personnes à retourner se faire soigner, c'est super. Si pour l'instant vous vous sentez pas de retourner vous faire soigner, que vous êtes traumatisé, ce serait bien de vous faire aider, voilà, psychologiquement, de trouver de l'aide psychologique. Pour faire la part des choses et pour faire la part des choses, pour soigner le trauma, parce que là on parle de santé physique, mais il y a le problème de la santé mentale aussi. Donc il faut soigner les traumas. Et une fois que le trauma sera soigné, peut-être que vous réussirez à retourner chez des professionnels de santé. Voilà. Et puis si vous n'y arrivez pas, commencez par l'autogynécologie peut-être. Voilà, vous pouvez apprendre à vous observer. Vous serez entouré de personnes bienveillantes. Vous serez entouré de personnes qui sont dans la même énergie que vous, qui ont envie de reprendre le pouvoir sur leur corps, qui ont envie de se connaître, etc. Et une fois que vous vous connaîtrez mieux, peut-être que vous vous sentirez plus en confiance pour faire face à des soignants, et puis vous aurez peut-être des bonnes surprises, vous tomberez sur des soignants super. Parce qu'il y en a plein, des soignants
extraordinaire. C'était bien de le rappeler en conclusion de tout ça. Ouais, parce que je sais que je suis vindicative, je sais que voilà, ils nous mentent et tout ça, mais c'est parce que j'estime que c'est nécessaire de le dire et de le dire fort. Mais tu as tout à fait raison, et heureusement qu'il y a des femmes comme toi. Merci beaucoup, Colline. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. C'était un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Mesdames, j'espère que cet épisode vous a plu, et je vous dis à très très bientôt dans le podcast Inspire de The Woman Society.